Il disait que je n'avais pas d'avenir. Ma mère me l'a dit l'été de mes 16 ans, debout dans notre cuisine, tandis que ma sœur aînée riait derrière sa main, et que mon père regardait le plafond comme s'il comptait les carreaux. Ils ne l'ont pas crié. C'était ça, ma famille. Ils n'avaient jamais besoin de crier. La cruauté était toujours silencieuse, toujours d'une sonorité raisonnable, toujours enveloppée de quelque chose qui ressemblait à de la logique. Ellie est douée, disait ma mère. Nous devons concentrer nos ressources. J'étais la ressource, les ressources étant redirigées. Je m'appelle Rachel. J'ai 31 ans, et je veux vous raconter exactement ce qui s'est passé le matin où un avocat nommé Maître Hoffman s'est raclé la gorge dans une salle de conférence au 14e étage d'un immeuble du centre-ville de Chicago, a ouvert une enveloppe couleur crème, et a lu une seule phrase qui a fait disparaître le sourire de ma sœur si complètement que c'était comme si quelqu'un avait éteint une lumière. Mais d'abord, je dois vous parler de ma grand-mère. Elle s'appelait Dorothy Mae Calloway. Tous ceux qui comptaient l'appelaient Dot. Elle avait 79 ans quand elle est décédée, et elle avait passé les 40 dernières années à construire discrètement un empire immobilier dans si état que presque personne dans notre famille ne comprenait vraiment, car elle ne parlait jamais d'argent à table. Elle disait que c'était vulgaire. Elle avait grandi pauvre dans la campagne du Tennessee, fille d'un métayer, et elle croyait que les gens qui parlaient d'argent au dîner étaient des gens qui avaient peur de le perdre. Elle a eu 2 enfants, ma mère Sandra et mon oncle Paul, qui a déménagé au Portugal il y a 15 ans et envoie des cartes de Noël avec des photos d'Olivret. Ma mère était celle qui restait proche. Ma mère était celle qui conduisait grand-mère Dot à ses rendez-vous médicaux, qui appelait tous les dimanches, qui s'assurait que le service d'entretien de la pelouse venait à l'heure. Ma mère était aussi celle qui, aussi loin que je me souvienne, traitait ses appels du dimanche comme des investissements. Elle tenait un registre mental. Chaque service rendu était assorti d'une attente de retour. Je le savais parce qu'elle me l'avait dit. Quand ta grand-mère mourra, m'a-t-elle dit une fois, j'avais peut-être 20 ans, de retour du collège communautaire pour Thanksgiving. La chose responsable serait que nous gérions le patrimoine ensemble en famille. Mettre tout en commun. Le protéger. Elle a dit, nous, et, famille. Mais ses yeux se sont posés sur ma sœur Ellie en le disant. Ellie était le plan. Ellie avait toujours été le plan. Ma sœur a 3 ans de plus que moi, plus jolie de la manière que notre famille valorisait la beauté, ce qui signifiait soigner et délibérer. Elle était allée dans une vraie université avec une bourse partielle que mes parents avaient complétée en retirant discrètement l'argent qu'ils m'avaient promis pour l'école. Ellie a obtenu un diplôme en commerce. Elle a épousé un homme nommé Trevor qui portait des gilets en polaire à toutes les occasions familiales et parlait de correction de marché. Ils ont eu une fille dont le nom ressemblait à une marque de parfum, et ils envoyaient des photos professionnelles chaque Noël. Je n'envoyais pas de photos professionnelles. J'étais infirmière. Je faisais de longues journées à l'hôpital Général Mercy, et je louais un appartement d'une chambre à 20 minutes de l'hôpital, et je mangeais des céréales pour le dîner plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Mes parents n'étaient pas méchants avec moi à Noël. Ils étaient quelque chose de pire. Ils étaient polis. Quand j'avais 18 ans, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas se permettre de m'aider pour mes études. Quand j'ai eu 22 ans et que j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, ils ont dit qu'ils étaient fiers, mais aussi que je devrais peut-être retourner aux études pour devenir médecin parce que, infirmière n'était pas vraiment une carrière, n'est-ce pas? C'était plus un tremplin. Quand j'ai eu 26 ans et que j'ai eu mon premier appartement seul, mon père m'a demandé si j'étais sûre de vouloir continuer à payer un loyer au lieu de revenir à la maison et d'économiser de l'argent. La question sonnait comme une préoccupation. Ce n'en était pas une. C'était une manière de dire que ce que j'avais choisi pour moi-même n'était pas tout à fait suffisant. La seule personne qui ne m'a jamais fait sentir cela était grand-mère Dot. Elle est venue seule à ma remise de diplôme d'infirmière. Mes parents avaient un conflit. L'école de la fille d'Ellie était le même jour, et, ces choses arrivent. Personne ne le planifie ainsi, mais grand-mère Dot a conduit 90 minutes dans sa vieille Buick, s'est assise au 2e rang, et quand j'ai traversé la scène, elle a mis 2 doigts dans sa bouche et a sifflé si fort que la femme à côté d'elle a sursauté. Après, elle m'a emmenée dans un restaurant et a commandé de la tarte pour nous 2 sans me demander ce que je voulais, ce qu'elle faisait toujours, et elle m'a dit qu'elle était fière.
Pas fière de la manière qui contient une note de bas de page, juste fière, point final. Elle m'a tenu la main sur la table, et la tarte était aux cerises, et elle a dit, Rachel, tout ira bien pour toi. Pas à cause de ce que quelqu'un te donne, mais à cause de qui tu es déjà. J'ai un peu pleuré. Elle a fait semblant de ne pas remarquer. Au cours des années suivantes, elle et moi avons eu une relation qui existait principalement en dehors du champ de vision de la famille. Elle m'appelait le mardi soir, pas le dimanche, parce que le dimanche ma mère appelait, et elle aimait garder les choses séparées. Elle s'informait de mes patients. Jamais par leur nom, elle comprenait la vie privée, mais elle disait « Comment va votre monde cette semaine ?» et écoutait réellement la réponse. Elle est venue une fois à mon appartement et s'est assise sur mon canapé d'occasion et a dit qu'il avait de bons os. Elle parlait du canapé. Je pense qu'elle parlait aussi de la vie. Je savais qu'elle avait de l'argent. Je ne savais pas combien. Ce n'était pas quelque chose dont elle discutait, et je n'ai jamais demandé, car elle m'avait appris que demander de l'argent à quelqu'un, c'était comme leur dire que l'on ne se souciait que de cela. Environ 8 mois avant sa mort, elle a commencé à appeler un peu plus souvent. Rien d'alarmant, juste un appel supplémentaire ici et là, une conversation plus longue que d'habitude. Elle m'a demandé une fois, sans prévenir, si je pensais qu'une personne pouvait faire confiance à un avocat qu'elle avait depuis 20 ans. J'ai dit que je pensais que 20 ans était un bon signe. Elle a ri et a dit qu'elle supposait que oui. Elle est allée à l'hôpital en octobre, une pneumonie, qui a progressé plus vite que prévu. Je suis montée la voir 2 fois. La deuxième fois, elle était très fatiguée, mais elle m'a de nouveau tenu la main et elle a dit « J'ai tout arrangé. Ne les laissez pas vous presser. » Je n'ai pas pleinement compris ce que cela signifiait. J'ai hoché la tête. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle a dit qu'elle m'aimait aussi, et elle l'a fait sonner comme le fait le plus simple et le plus évident du monde. Elle est décédée un jeudi matin. L'infirmière de garde a dit que c'était paisible. Ma mère m'a appelé 11 minutes après avoir appelé Ellie. Je le sais parce que j'ai vérifié. Ce n'était pas le genre de choses que j'aurais dû remarquer, mais je l'ai fait. Les funérailles ont eu lieu dans notre ville natale, une petite église méthodiste qui sentait le vernis à bois et les vieux livres de cantiques. Il y avait plus de monde que je ne m'y attendais. Elle avait touché beaucoup de vie discrètement, comme elle faisait tout. Ma mère a organisé la réception et l'a fait efficacement, ce qui était l'un de ses vrais talents. Elle portait une robe noire qui semblait chère, et elle a reçu les condoléances avec la chaleur exercée de quelqu'un qui se préparait à ce rôle depuis longtemps. Trevor a porté un toast. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne lui avait demandé. Il a dit que grand-mère Dot était une femme incroyable et une femme d'affaires remarquable, et il l'a dit comme quelqu'un dit une grâce avant de manger. Techniquement correct, émotionnellement vide. 3 jours après les funérailles, ma mère a appelé et a dit qu'il y aurait une réunion avec l'avocat en charge de la succession le vendredi suivant. Bureau de Maître Hoffman, au centre-ville, à 10h du matin. Elle l'a dit sur le même ton qu'elle utilisait quand elle annonçait que le dîner était à 19h, informatif, sans invité de commentaires. Y aura-t-il quelque chose de spécifique discuté, ai-je demandé. La succession, a-t-elle dit. C'est une formalité. Ces choses sont toujours des formalités. J'ai dit d'accord. Je n'ai pas bien dormi cette semaine. Le bureau de Maître Hoffman avait le calme particulier d'un endroit où des choses importantes se passent à voix basse. Il y avait des diplômes au mur et une fenêtre donnant sur la ville, et une longue table de conférence avec des verres d'eau déjà remplis comme s'ils nous attendaient. Ma mère et Ellie sont arrivées avant moi. Ellie portait le genre de blazer qui signale qu'elle s'était préparée pour cela. Trevor était assis à sa gauche avec un bloc-notes juridique, ce que j'ai trouvé extraordinaire. Ma mère m'a brièvement serré dans ses bras. « Bien, vous êtes venu, a-t-elle dit, comme si ma présence avait été mise en doute. Nous nous sommes assis. Maître Hoffman était un homme compact d'une 60aine d'années. Avec des lunettes de lecture attachées à une chaîne et le calme délibéré de quelqu'un qui a délivré des nouvelles dans les 2 sens de nombreuses fois et a appris à ne pas laisser transparaître la direction que prendrait cette livraison particulière. Il avait un dossier devant lui et une enveloppe couleur crème à droite du dossier. « Merci à tous d'être venus, dit-il.
J'ai été l'avocat de Dorothy pendant 22 ans et je tiens d'abord à dire qu'elle était l'une des clientes les plus attentionnées avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Elle a révisé ce document 3 fois au cours des 4 dernières années. Elle savait exactement ce qu'elle voulait. Ma mère a fait un petit signe d'acquiescement. Ellie a posé ses mains à plat sur la table. Maître Hoffman a ouvert le dossier. Il a d'abord passé en revue l'aperçu des propriétés. Je n'en connaissais pas l'étendue totale. 47 propriétés locatives résidentielles à travers le Tennessee, le Kentucky, l'Indiana et l'Illinois. 3 immeubles commerciaux, un portefeuille d'investissement privé. Valeur totale estimée au moment du décès juste en dessous de 2 milliards de dollars. Le chiffre a plané dans la pièce. Ellie et ma mère se sont regardées. Dorothy a été très précise, a poursuivi Maître Hoffman en tournant une page. Il a pris l'enveloppe crème et l'a ouverte avec un coupe-papier, du genre avec un manche, délibérément et sans hâte. Il a sorti un document plié. À ma fille Sandra et à ma petite-fille Ellie, je laisse ma gratitude pour leurs années de présence et leur soutien pratique. Plus précisément, je laisse à Sandra la somme de 150 000 $ en reconnaissance du temps donné. Je laisse à Ellie la somme de 75 000 $. La pièce était très silencieuse. Le reste du patrimoine, toutes les propriétés, tous les investissements, toutes les participations, tous les comptes, je les laisse dans leur intégralité à ma petite-fille, Rachel Ann Calloway. Ma mère a émis un son que je ne lui avais jamais entendu faire auparavant. Pas des mots, juste un son. La bouche d'Ellie s'est ouverte et ne s'est pas refermée tout de suite. J'ai regardé la table. J'ai regardé mon verre d'eau. J'ai regardé Maître Hoffman, qui ne regardait personne en particulier, se contentant de lire, se contentant de faire son travail avec le calme imperturbable d'un homme qui a gagné ses 22 ans. Ce n'est pas possible, dit ma mère. Sa voix était contrôlée, mais quelque chose en dessous ne l'était pas, elle me l'aurait dit. Nous parlions tous les dimanches. Elle a également parlé à Rachel, dit doucement Maître Hoffman, sans jugement. Souvent. Rachel ne connaît rien à l'immobilier. C'est une infirmière. Ma mère prononça le mot infirmière comme elle le faisait toujours, comme s'il expliquait une déficience plutôt que de décrire une profession. Dorothy avait anticipé cette préoccupation, a dit Maître Hoffman. Il a tourné une autre page. Il y a un document de transition détaillé. Elle a établi un trust de gestion avec les gérants immobiliers existants. Elle a alloué des fonds de fonctionnement pour les 2 premières années. Elle a écrit une lettre. Il s'est arrêté, a tendu la main vers une enveloppe scellée séparée, et l'a glissée sur la table vers moi. Pour Rachel. Correspondance personnelle. Ne fait pas partie du dossier officiel. J'ai posé ma main sur l'enveloppe. Mon nom y figurait, écrit de sa main. Son écriture était petite et assurée, du genre qui n'avait jamais besoin d'être retracée. Ellie a retrouvé sa voix. Nous devrions contester cela. Elle était âgée. Elle aurait pu être. Cela pourrait ne pas refléter ses souhaits réels. Elle a révisé ce document il y a 8 mois, a dit Maître Hoffman, avec une évaluation cognitive complète au dossier. Que son médecin a effectué à sa demande. Elle était entièrement lucide. Les 2 versions précédentes de ce document désignaient également Rachel comme bénéficiaire principale. Ce n'était pas une décision tardive. Trevor a marmonné quelque chose à Ellie. Je ne l'ai pas entendu et j'ai décidé que je n'en avais pas besoin. Ma mère s'est tournée vers moi. Je l'ai regardée choisir une expression. Elle était douée pour choisir des expressions et elle a choisi quelque chose qui essayait de ressembler à un appel, à de la raison. Rachel, nous sommes la famille. Quoi qu'elle ait voulu, la chose pratique, la chose qui honorerait réellement sa mémoire serait de gérer cela ensemble. Tu ne peux pas faire cela seule. J'ai pensé à ce que grand-mère Dot avait dit à l'hôpital. Ne les laissez pas vous presser. Je ne suis pas seule, ai-je dit. J'ai un très bon avocat. Je n'avais pas su que j'allais dire ça, mais c'était vrai. Maître Hoffman m'avait appelé 6 semaines plus tôt, en privé, pour me faire savoir qu'il était disponible pour représenter mes intérêts dans la transition, sur instruction préalable de grand-mère Dot et selon ses arrangements préalables de ses honoraires. J'avais dit oui. Ma mère me fixait.
Elle cherchait la version de moi qu'elle connaissait, celle qui acquiesçait, s'arrangeait et prenait le petit morceau sans en faire tout un plat. Elle ne l'a pas trouvé. Ellie a frappé sa main à plat sur la table, pas fort mais brusquement. C'est ridicule. Tu as manœuvré pour ça. Tu as toujours eu un plan avec elle. J'ai dîné avec elle, ai-je dit. J'ai eu des appels téléphoniques. J'ai mangé une tarte aux cerises dans un restaurant alors que vous aviez un récital à assister. La pièce est devenue très silencieuse. Maître Hoffman a croisé les mains. À moins qu'il n'y ait des questions de procédure, je suggérerais que nous fixions un suivi pour les documents de transition. La succession est clairement documentée et je suis confiant dans sa validité légale. Ellie a regardé Trevor. Trevor avait arrêté d'écrire sur son bloc-notes. Il le regardait comme s'il lisait quelque chose, mais il n'y avait rien. Ma mère s'est levée la première. Elle a ajusté sa veste. C'était une femme qui quittait toujours une pièce en se contrôlant, et elle l'a fait maintenant, presque. À la porte, elle s'est arrêtée. Elle ne s'est pas retournée. J'espère que vous êtes satisfaite, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu, non pas parce que j'étais cruelle, mais parce qu'il n'y avait rien à répondre. Ce n'était pas la question que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire. Ils sont partis. La porte s'est refermée avec le clic discret d'une pièce construite précisément pour ces moments. Maître Hoffman m'a laissé un instant. Puis il a dit, voudriez-vous prendre un peu de temps avec la lettre avant que nous ne parcourions les documents? J'ai dit oui. Je me suis assise seule à la table de conférence avec les verres d'eau et les diplômes et la ville par la fenêtre, et j'ai ouvert l'enveloppe. Son écriture couvrait 3 pages, petite et assurée. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'elle contenait, car une partie ne m'appartient qu'à moi. Mais je vais vous dire ce qu'elle a écrit à la fin. Tu ne m'as jamais rien demandé. Ce n'est pas pour cela que je t'ai choisi. Je t'ai choisi parce que tu étais la personne la plus honnête de cette famille. Et l'honnêteté est la seule chose qui construit réellement quelque chose qui dure. Les gens qui s'occupent de l'argent ne sont pas toujours ceux qui le méritent. Je veux que tu l'aies parce que j'ai confiance en ce que tu en feras. J'ai confiance en qui tu es. Je l'ai toujours eu. N'en aie pas peur. Ne t'en excuse pas, sois juste prudente. Sois juste, et souviens-toi d'où il vient. Tout mon amour, toujours, grand-mère Dot. J'ai plié la lettre. Je l'ai remise dans l'enveloppe. Je l'ai pressée à plat contre la table un instant avec les 2 mains, comme si je m'assurais qu'elle était réelle. Puis j'ai pris mon verre d'eau, et j'ai tout bu, ce qui ne semble rien mais a semblé, à ce moment-là, la première chose simple que j'avais faite depuis très longtemps. La transition a pris 4 mois. J'ai pris un congé de l'hôpital. Depuis, j'y suis retournée à temps partiel parce qu'il s'avère que j'en ai besoin. J'ai besoin du travail qui n'a rien à voir avec les feuilles de calcul et les évaluations immobilières. J'ai besoin de la version de moi-même qui existe dans ces couloirs. J'ai travaillé avec Maître Hoffman et avec les gérants immobiliers à qui grand-mère Dot avait fait confiance pendant des années. Des gens bien qui la connaissaient bien et qui étaient prêts à être patients avec moi pendant que j'apprenais ce dont j'étais maintenant responsable. Au début, c'était accablant. Je ne vais pas prétendre le contraire. J'ai fait des erreurs. J'ai posé trop de questions aux mauvaises personnes et pas assez aux bonnes. J'ai remis en question des décisions jusqu'à ce que Maître Hoffman me dise gentiment qu'elle m'avait choisi parce qu'elle avait confiance en mon jugement et qu'à un moment donné, je devais aussi lui faire confiance. Lentement, je l'ai fait. Ma mère a appelé 2 fois le premier mois. Des appels formels, des tests prudents. Elle voulait savoir si j'avais réfléchi davantage à l'implication familiale. J'ai dit que oui et que j'avais décidé de ne pas le faire et je l'ai dit gentiment, mais je l'ai dit clairement. Elle n'a plus appelé depuis. Je m'attends à ce qu'elle le fasse à nouveau un jour. Je sais comment répondre. Ellie a envoyé un email. L'objet était « Aller de l'avant ». Il comportait 4 paragraphes et, au fond, il demandait de l'argent dans le langage de la réconciliation, qui est un dialecte spécifique que j'ai passé toute ma vie à apprendre à traduire. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas en colère contre elle. Je la comprends parfaitement. Comprendre quelqu'un n'est pas la même chose que de lui devoir quelque chose.
Il y a une propriété au Tennessee que grand-mère Dot a achetée en 1987, une maison trifamiliale dans la ville où elle a grandi, qu'elle a louée à des tarifs inférieurs au marché pendant des décennies à des familles qui, disait-elle, lui rappelaient les gens qui avaient été gentils avec sa propre famille quand ils n'avaient rien. Je l'ai visitée en février. Je me suis tenue sur le trottoir dans le froid et j'ai regardé le porche et j'ai pensé à la discrétion avec laquelle elle avait fait cela et pendant combien de temps et comment personne au dîner du dimanche n'avait jamais su. C'est la chose à propos de ma grand-mère à laquelle je reviens toujours. Pas l'argent, la manière. La façon dont elle a construit quelque chose de significatif et d'important sans exiger la reconnaissance de personne. La façon dont elle a gardé les choses les plus importantes en dehors de l'appel du dimanche, de la table du dîner, du registre familial des faveurs et des retours. Je ne suis pas elle. Je le sais. J'apprends encore ce que je suis dans cette nouvelle version de ma vie. Mais j'essaie de faire le travail discrètement. J'essaie de laisser le bâtiment être la déclaration. J'ai 31 ans. Je m'appelle Rachel. Et quand ma grand-mère s'est assise en face de moi à un comptoir de restaurant avec une tarte aux cerises et m'a dit que tout irait bien pour moi, elle ne devinait pas. Elle savait déjà.